Et aujourd'hui, elle sera notre invitée. Avec elle, nous allons parler de plusieurs sujets, entre autres la bonne gouvernance en Guinée, mais bien sûr, nous allons débuter par la grande question, n'est-ce pas, qui concerne la forêt des Yamas avant d'entamer la bonne gouvernance. Bienvenue à tous. Ici au micro, Mara Ansman Mouri, à la technique Condé Al-Walid, et ce serait certainement pour 30 minutes seulement, ça ne sera pas beaucoup. Restez branchés. La troisième dynamique, un mouvement sociopolitique, un mouvement national, un mouvement qui sera bientôt international. Restez branchés. Bientôt, Madame Marie-Madeleine sera là pour un débat. Sensibiliser la jeunesse, conscientiser la jeunesse, voilà notre objectif. Objectif 2020. La troisième dynamique, un mouvement grand, un mouvement qui espère, avec lequel on pourra certainement changer, faire changer les choses. Voilà notre but. Restez branchés. Depuis le Burkina Faso, nous disons bonsoir au porte-parole de la troisième dynamique, M. Kéamou Bogola Haba. N'oublions pas aussi M. Moudjita Babari du côté de la Belgique. La troisième dynamique, un mouvement qui s'impose. À Conakry, avec M. Ibrahima Kaolop. Du côté des États-Unis aussi, nous n'oublions pas tous ceux qui sont là et qui militent pour ce mouvement. Nous saluons tout le monde, nous saluons tout le monde. Restez branchés. M. Baba Silla, depuis les États-Unis, la troisième dynamique, avec eux, nous sommes bien en marche. Du côté de Conakry aussi, on n'oublie pas le représentant des partis politiques, M. Nestor Kabadouno du côté de Conakry. Toutes les commissions de la troisième dynamique, la commission administrative et financière, la commission d'organisation et de mobilisation, la commission de communication, sans oublier les nouvelles commissions comme la commission de contrôle et de vérification. Bienvenue à tous.
25 minutes. Alors, Bembeya, on va avec Bembeya. Merci beaucoup, M. Al-Walid. On y va. L'on est mieux que ce soir. L'on est mieux que ce soir. Bembeya Jazz, on est mieux que lorsqu'on vit ce soir. C'est très bien ça. Bienvenue à notre sœur Adjaroumou. Bienvenue à vous. Ici, Bembeya Jazz. On est mieux que ce soir. Merci beaucoup. À tous ceux-là qui sont présents ce soir, bonsoir et merci à vous, merci pour votre présence. Merci beaucoup et merci beaucoup encore à tous les membres de la troisième dynamique, ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là, ceux avec qui nous évoluons, ceux qui soutiennent la troisième dynamique. Merci à tout le monde. D'un moment à l'autre, notre invité sera bel et bien là. La confirmation vient d'être donnée par notre technicien du jour, M. Kondé Al-Walid. On y va, merci. Alors, n'oubliez toujours pas de recommander la radio à vos proches, de recommander la radio à vos connaissances, la radio de la troisième dynamique. Plus nous sommes grands, plus nous sommes écoutés, plus nous devenons grands, plus nous avons plus d'auditeurs, plus la radio s'impose et la radio devient donc grande. Alors, à chacun et à tous, essayons de recommander cette radio à nos proches, cette radio à nos connaissances. Attention, la radio est bien la radio de la troisième dynamique, mais ça ne signifie pas qu'il faut être forcément membre de la troisième dynamique pour être auditeur, n'est-ce pas, de cette radio. Il faut faire bien, il faut distinguer les choses. Donc, à tout le monde, on peut bien recommander cette radio à nos proches afin que nous ayons un auditoire qui soit plus grand, afin que nous ayons un auditoire qui soit vraiment à notre niveau. Nous visons un objectif. Nous allons vous dévoiler d'un moment à l'autre combien d'abonnés, combien de personnes sont maintenant là branchées sur notre radio. Merci beaucoup et merci. Bienvenue. Bonsoir aux différents présidents des commissions, la commission d'organisation, la commission de mobilisation, la commission administrative et financière. Monsieur Joseph Kimon, on ne vous oublie pas du côté de la France. Merci et bienvenue à vous. Better
beaucoup à Bembe Adjaj. C'est vrai que l'on est mieux que ce soit, mais il faudrait que ce soit qu'il y ait vraiment du développement aussi. Il faudrait que ce soit qu'il y ait aussi de la richesse. Il faudrait que ce soit qu'il y ait moins de problèmes. Il faudrait que ce soit qu'il n'y ait pas de corruption. Là, on vivrait mieux. Là, voilà l'objectif donc de la troisième dynamique. Se battre pour faire le développement, se battre pour faire l'émergence de notre pays, la Guinée. Voilà notre objectif. Merci beaucoup. Alors, nous demandons à M. Kondial Walid, dès que l'invité sera en ligne, de nous faire signe et nous allons l'introduire. Nous sommes déjà à 20h31 ici du côté de notre studio. Nous attendons juste que l'invité soit en ligne. M. Kondial Walid, si l'invité est en ligne. Ok, merci beaucoup et bienvenue, madame. Bonsoir, monsieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Vous êtes sur la radio de la troisième dynamique avec vous pour la modération Ansoumane Mori Mara, membre de la communauté de communication. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Vous avez en ligne beaucoup d'auditeurs aujourd'hui qui sont membres de la troisième dynamique et qui sont aussi membres de plusieurs autres mouvements. On vous attendait déjà en ligne, donc nous allons vous laisser et continuer. Vous avez déjà quelques minutes, comme vous nous avez signalé. Alors, 30 minutes de débat, comme vous avez dit. Donc, il va falloir que dans votre allocution, que vous puissiez penser à ces auditeurs-là qui veulent poser beaucoup de questions, beaucoup de questions. Donc, cela dépend bien de vous, comment vous allez gérer le temps. Donc, nous vous laissons déjà l'antenne. Et nos auditeurs vont prendre note et nous-mêmes, nous allons prendre note. Moi, je vais gérer la modération. Donc, Madame Marie-Madeleine Djubaté, vous avez la parole. Pour ceux donc qui ne connaissent pas Madame Marie-Madeleine, pour rappel, Madame Marie-Madeleine est l'une des candidates, la seule candidate d'ailleurs aux dernières élections présidentielles en Guinée, le Parti des écologistes de Guinée. On l'a suivi durant toutes les campagnes, on l'a suivi durant tous les journaux de campagne et aujourd'hui nous l'avons en direct. C'est vraiment une joie, c'est vraiment un sentiment de fierté, c'est un sentiment de fierté. Madame Marie-Madeleine, bonsoir et vous avez l'antenne. Bonsoir messieurs, tout d'abord je vous remercie de m'avoir invité à participer à votre émission sur la gouvernance et j'en profite donc pour dire bonsoir à tous vos auditeurs qui nous écoutent ce soir. Concernant ce sujet, le sujet de la gouvernance, c'est un sujet qui est riche, qui est profond, et je pense qu'on ne peut pas débattre de ce sujet-là parce que j'ai eu du mal même à le préparer, tellement il y a de choses à dire. Donc je pense qu'il y aura certainement des frustrations malheureusement, mais on pourra en débattre après par mail ou on pourra échanger en fait les coordonnées. Concernant le sujet en lui-même, ce soir, je n'ai pas voulu traiter ce sujet comme un sujet académique, mais plutôt comme un sujet qui est tourné vers le grand public, parce que souvent ce genre de sujet-là ne concerne que certaines personnes qui ont la connaissance. Aujourd'hui, donc, je voudrais faire les choses simples. Pour parler de la gouvernance, j'ai d'abord essayé de trouver plusieurs définitions, en fait. Ça n'a pas été facile. Parce que, en fait, dans les définitions que j'ai trouvées, j'ai pas vraiment trouvé ce qui me plaisait, mais bon, j'ai fait quand même une synthèse de ce que j'ai vu. Et donc, la gouvernance, c'est une manière de gérer, une manière d'administrer. Elle désigne l'action d'un gouvernement au sein d'un État, d'une entreprise ou de toute organisation ou institution, qu'elle soit publique ou privée. En fait, la gouvernance est d'abord un idéal normatif associée à la transparence, à l'éthique, à l'efficacité de l'action publique. Elle recouvre donc à la fois l'éthique politique, le contrôle des représentants politiques,
la réforme des institutions et puis les accords publics-privés. Maintenant, si nous voulons faire progresser notre pays, puisque aujourd'hui je pense qu'on parle de la gouvernance pour parler de la Guinée, si nous voulons faire progresser notre pays, il est essentiel de disposer d'institutions de gouvernance économique efficaces, non seulement pour lutter contre la corruption, mais aussi pour réaliser la transformation de notre pays, pour réaliser la transformation structurelle et le développement de notre pays. Aujourd'hui, malheureusement, la Guinée, aujourd'hui, a un principal obstacle justement à son développement. Et le principal obstacle de la Guinée, c'est la corruption. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans notre pays pour lutter contre la corruption? Il y a déjà une agence qui a été créée, qui s'appelle l'Agence nationale de la corruption. Elle existe donc depuis 2004 et aujourd'hui, cette agence nationale de lutte contre la corruption est gérée directement par la présidence de la République et donc par le président. Cette agence nationale aussi de la corruption a le moins de moyens financiers aujourd'hui en Afrique. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, en fait, l'agence nationale de la corruption a le moins de moyens. Maintenant, pour définir la corruption, il faut savoir que la corruption se passe dans le plus grand secret. Et donc, c'est difficile, en fait, de mesurer, en fait, la corruption, bien qu'aujourd'hui, on dit que les niveaux de corruption aujourd'hui atteints par la Guinée sont parmi les plus élevés aujourd'hui du monde et donc de notre continent. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre cette corruption et pour transformer notre société, pour transformer de façon structurelle notre société. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire donc, pour lutter contre la corruption. Pour lutter contre la corruption aujourd'hui, on dit tout partout qu'il faut une bonne gouvernance. Ce que je peux dire aujourd'hui, la Guinée dispose d'institutions faibles et ces institutions, elles sont toutes gérées par la présidence. Donc, c'est le premier problème aujourd'hui que nous avons aujourd'hui en Guinée. Donc, que devons-nous faire? Il faut exercer des pressions pour réduire la corruption et aller maintenant vers la bonne gouvernance. Donc, il y a plusieurs choses qui font que nous avons ce niveau de corruption, au-delà même de ceux qui gèrent l'État. Au niveau de notre administration, les fonctionnaires sont très mal payés. Donc, le recul du niveau de vie de nos fonctionnaires a fait que, aujourd'hui, nos fonctionnaires aujourd'hui ne peuvent pas gagner suffisamment. Donc, aujourd'hui, ils ont recours à la corruption. Nous avons un autre problème aussi, c'est que nous avons des sociétés multinationales aujourd'hui en Guinée qui ferment aussi les yeux sur la corruption parce que ces sociétés étrangères ont des intérêts privés dans notre pays et donc compte tenu de l'inefficacité et de la faiblesse des mécanismes institutionnels, ils profitent en fait de nos faiblesses pour s'attaquer à des pratiques qu'ils ne feraient pas dans leur pays par exemple. Maintenant, si nous voulons lutter contre la corruption, il faudrait pouvoir créer de la richesse aussi dans le pays. Et c'est pour moi la piste la plus importante, après avoir mis les institutions de régulation dans notre pays, la piste la plus importante, c'est vraiment de créer de la richesse dans notre pays, c'est de transformer en fait notre économie. Aujourd'hui, notre économie est basée sur deux choses. Elle est basée sur une agriculture de subsistance et elle est basée sur une industrie minière qui ne fait que de l'extraction, qui fait très peu de transformation, à part peut-être CBG. Donc aujourd'hui, il faut passer de cette économie-là à une économie qui est tournée vers plus de services et qui est tournée vers l'industrialisation de notre pays. Il faut donc commencer, si je prends par exemple l'agriculture, il faut commencer à augmenter la production nationale de différents produits de base, tels que par exemple le riz, tels que par exemple le maïs, tels que le fonio, tels que le manioc. Il faut aussi produire du sucre, puisque nous importons beaucoup de sucre. Il faut produire des huiles. Je pense par exemple à l'huile d'arachide, je pense à de l'huile de tournesol, parce que le tournesol peut pousser en Guinée. Je pense aussi qu'il faut diversifier ensuite nos industries, par exemple, vers les industries du textile,
comme l'a fait par exemple l'Éthiopie en faisant maintenant des produits made in Guinée, mais il faut aussi passer par des chaînes d'assemblage de véhicules, de camions qui seront produits en Guinée en respectant des normes et des critères de qualité internationale. Donc, je pense que ce sont des priorités et il faut attirer les géants de la confection, bien entendu, comme H&M, comme Zara, comme Mango. L'Éthiopie le fait bien. Ensuite, il faudrait avoir, à l'instar de la Chine ou encore de l'Éthiopie ou encore de l'île Maurice, qui sont de bons exemples, il faudrait avoir une stratégie de parc industriel et favoriser l'émergence d'industries technologiques, comme par exemple l'assemblage de tablettes, l'assemblage d'ordinateurs, l'assemblage de produits électroniques grande consommation. Je pense aux réfrigérateurs, je pense à des congélateurs, je pense à des fers à repasser, je pense à des machines à laver. Il faut favoriser aussi les métiers de l'environnement et les éco-industries, comme par exemple la gestion des déchets, l'assainissement, l'eau. Pour tout ça, il faut des profils techniques. Au niveau de l'éducation aujourd'hui en Guinée, l'État n'a pas investi, comme il le dit, dans l'éducation. Quand on regarde les chiffres sur Internet, on dit que l'État a investi dans l'éducation à hauteur de 19,2% de son budget. Ce qui n'est pas vrai parce que l'État reçoit beaucoup de subventions. D'ailleurs, presque toutes les constructions d'écoles qui se font aujourd'hui en Guinée se font à l'intérieur du pays parce que c'est une exigence de leurs donateurs. Donc, il faut investir absolument dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage pour former des jeunes à tous les métiers que je viens de dire, donc les métiers aussi de l'éco-construction, des énergies renouvelables. Il est aussi impératif pour pouvoir faire tout ça que l'État investisse massivement dans les infrastructures de base. Ce que j'appelle infrastructure de base, c'est tout simplement d'avoir de l'électricité. Pour éviter donc les coupures d'électricité, on ne peut pas avoir d'industrie si on n'a pas un minimum d'électricité. Ensuite, il faut absolument avoir des routes pour diminuer les coûts logistiques de transport. Sans ça, c'est très difficile donc de développer notre pays. Ensuite, dans le secteur des services, il faudrait développer notamment les secteurs des services financiers. Dans les services financiers, je pense déjà, on fait déjà les transferts d'argent par téléphone, mais je pense qu'il faut encore aller beaucoup plus loin. Il faut développer le tourisme, les technologies de l'information et de la communication pour réduire déjà le fossé numérique que nous avons. On peut on peut étendre l'usage des TIC à l'agriculture de précision par exemple, à la gestion des forêts. On parlait par exemple de Ziama, il n'y a pas longtemps, de Ziama et de Diéké, où l'État avait donné des permis par exemple à forêt forte. Donc là, on peut utiliser les TIC pour gérer nos forêts, pour la traçabilité des troncs par exemple, pour lutter donc contre le trafic, pour lutter aussi contre le trafic d'espèces animales, puisque dans nos forêts, je crois qu'on a encore 325 éléphants, qu'on a encore quelques panthères. Donc, on peut utiliser ces TIC pour justement surveiller à la fois les bois et surveiller à la fois la biodiversité. Les TIC aussi peuvent passer par le commerce, par la télémédecine, par la gestion de multiples bases de données, sans oublier aussi l'aide au handicap. Je pense par exemple aux aveugles, où on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui dans notre pays pour les personnes handicapées, les aveugles et les sourds-muets. Nous devons diversifier nos marchés d'exportation et ça, c'est une évidence. Maintenant, dans la diversification, je ne vais pas rentrer trop en détail parce que ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, mais aujourd'hui, on a plusieurs possibilités d'industrialiser le pays avec très peu de moyens, parce que je sais que beaucoup de vos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui vont dire « Oui, mais madame, vous parlez comme ça, il n'y a pas d'électricité. » Oui, il n'y a pas d'électricité. J'ai eu la chance de voyager quand même suffisamment. Et si vous regardez l'Inde a électrifié ses villages. Comment? Ce sont d'abord les villages indiens qui s'électrifient eux-mêmes avec, par exemple, la bagasse de la canne à sucre. Avec de la bagasse de la canne à sucre, quand ils font la canne à sucre, ils produisent de la bagasse et avec cette bagasse-là, ils produisent de l'énergie, ils produisent de l'électricité. On peut utiliser aussi la biomasse pour produire de l'électricité. Maintenant, pour parler de façon concrète, on a beaucoup de déchets en Guinée
et on ne sait pas quoi faire de ces déchets. Moi, je vais prendre un seul exemple, je vais prendre l'exemple des déchets plastiques. Quand on parle de mauvaise gouvernance, tout ça, ça en fait partie. Les déchets plastiques envahissent tout le territoire guinéen. On en a dans l'eau, on en a partout. Les vaches même mangent ces déchets plastiques. Mais ces déchets plastiques aujourd'hui valent de l'or. On vend ces déchets plastiques à vil prix à des Indiens ou à des Chinois, alors que ces déchets plastiques, s'il y avait une bonne gouvernance aujourd'hui, l'État pourrait aujourd'hui collecter ces déchets plastiques-là et les transformer sur place. Aujourd'hui, on peut transformer comment ces déchets plastiques? Aujourd'hui, je vais vous donner par exemple l'exemple du Pérou ou de la Californie, qui prennent ces déchets plastiques-là pour en faire des briques pour faire la construction de maisons. Donc, ils construisent des maisons avec les déchets plastiques en faisant des briques, en faisant des pavés et en faisant des tuiles. Donc, c'est de l'argent qui, là. On peut aussi transformer ces déchets plastiques en les recyclant, en faisant d'autres choses. Ça peut être des seaux, ça peut être des assiettes, ça peut être, on peut le faire. Donc, ça, c'est par exemple quelque chose aujourd'hui que l'État peut mettre en place sans avoir beaucoup de moyens. Maintenant, je voulais aussi dire que pour pouvoir travailler comme on le souhaiterait, aujourd'hui, il faut alléger les droits de douane en Guinée et sécuriser les recettes de l'État. Ça, c'est deux choses aujourd'hui. Quand on dit alléger les droits de douane, les gens vont me demander tout de suite, mais madame, si vous allégez les droits de douane, comment allez-vous payer demain les fonctionnaires guinéens, puisque c'est avec l'argent de la douane aujourd'hui qu'on paye les fonctionnaires. C'est vrai. Mais en démonétisant par exemple la monnaie aujourd'hui en Guinée dans l'administration, je pense que c'est une priorité si on veut lutter contre la corruption dans notre pays, c'est de démonétiser la monnaie dans tout l'espace public guinéen. Maintenant, je vais expliquer ce que ça veut dire démonétiser la monnaie dans tout l'espace public guinéen. Et je vais prendre l'exemple concret de la douane. Quand aujourd'hui vous achetez un conteneur, si ce conteneur il est chargé à Dubaï, le conteneur il arrive à Conakry et la douane vous donne un taux. Maintenant, le commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie avec le douanier pour ne pas avoir à payer les droits de douane prohibitifs. Aujourd'hui, l'État guinéen même ne connaît pas vraiment les recettes de la douane. Pourquoi il ne connaît pas les recettes de la douane? Parce qu'il donne au service de douane un objectif tous les mois en disant que, par exemple, ce mois-ci, l'État a besoin de 200 milliards de francs guinéens ou de 400 milliards de francs guinéens. Mais si les recettes de la douane ont dépassé les 400 milliards de francs guinéens, c'est un exemple comme ça que je donne, s'il en a fait 500, la douane va reverser au compte du Trésor les 400 milliards de francs guinéens et les 100 milliards, ils vont se les partager. Mais maintenant, moi, si je veux plus qu'on fasse ça et je veux réellement savoir quelles sont les recettes aujourd'hui qui rentrent dans la douane, ils ont fait partir, par exemple, une société d'inspection qui s'appelle Veritas, qui n'a plus de contrat avec l'État. Je pense que c'est une erreur parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y avait une guéguerre entre les commerçants qui n'étaient pas d'accord et il y avait une guéguerre aussi avec la douane qui voulait récupérer le travail de Veritas. Bon, ce n'est pas l'objet du sujet, mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met une société d'inspection, toujours, qui a un contrat avec le gouvernement guinéen, et cette société d'inspection, elle aura quoi comme rôle? Avant, on va passer donc des contrats. Il y a déjà des accords qui sont passés avec le port de Bombay, avec le port de Dubaï, mais pas avec encore les ports chinois. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que la Guinée passe des accords, c'est très simple à faire, avec les ports asiatiques. Et avant embarquement maintenant des conteneurs, là-bas, les marchandises, les exportations, disons, sont subventionnées par les États. Donc, les factures qui vont sortir des différents ports sont les vraies factures. Ce ne sont pas des factures truquées comme on a l'habitude de faire en Guinée. Ce seront les vraies factures d'achat des clients guinéens. Donc, ces factures-là vont descendre, vont être transmises par Internet, vont être transmises donc à la société d'inspection. La société d'inspection va appeler le commerçant lambda et va lui dire, monsieur, votre conteneur est prêt à être embarqué. Votre conteneur fait 100 000 $. Vous avez 15% de droits de douane. Vous allez payer donc les 15 000 $. Et c'est là maintenant qu'on va démonétiser la monnaie. Au lieu de payer les 15 000 $
en espèces ou par virement ou par chèque, on va le faire maintenant par une transaction avec le téléphone. Et donc cette transaction, donc aujourd'hui il y a le guichet unique, unique il est bien, mais on va le renforcer en justement disant aujourd'hui maintenant, vous ne pouvez plus payer comme vous payiez avant. L'argent que vous payez, vous le payez à partir de votre téléphone, ça rentre directement au compte du guichet unique. Donc il y a une facture qui est mise directement, un reçu qui est mis directement, qui va sur l'ordinateur de cette société d'inspection et cette société d'inspection donne le OK départ. À partir de ce moment, on saura exactement quelles sont les recettes de la douane. Il y aura une traçabilité. Le président ou le gouverneur de la Banque centrale ou quiconque ne pourra pas aller récupérer cet argent parce que cet argent, ça devient de l'argent électronique. Donc, personne ne pourra prendre. Demain, si quelqu'un prend cet argent, il devra rendre des comptes parce qu'il y a la traçabilité de cet argent. Et cette expérience, on peut la démultiplier dans tout l'espace. On peut le faire même pour les marchés, puisque aujourd'hui les marchés guinéens ne sont pas du tout, ne sont pas du tout entretenus. On ne sait pas quelles sont les recettes, on ne sait pas où va l'argent, on ne balaye pas les marchés, les poissons sont vendus comme ça à l'air, la viande aussi. Donc, demain, si chaque place est comptabilisée et que chaque personne du marché paye son ticket, je ne sais pas si la redevance est 1000 francs, 2000 francs guinéens, le paye directement par contact électronique, par téléphone. C'est pareil, ça va rentrer sur un guichet unique. On saura tous les jours combien d'argent rentre dans le marché et donc on pourra certainement construire de nouveaux marchés parce qu'on aura la traçabilité. Je vais m'arrêter là pour parler aussi dans l'administration. Quand vous allez dans l'administration, si vous avez besoin, par exemple, vous allez aux impôts, vous avez besoin d'un code NIF, donc un numéro d'identification fiscale pour votre société, par exemple, pour dédouaner, c'est pareil, les tarifs sont dans le journal officiel, mais les tarifs ne sont pas affichés dans les administrations. Donc, il est impératif que ces tarifs soient affichés pour que tout le monde le sache et puis qu'on donne aussi à nos fonctionnaires une deadline en leur disant maintenant vous avez des dossiers à traiter, vous avez 2 jours, vous avez 3 jours. Si ce n'est pas traité, il faudra expliquer pourquoi vos dossiers ne sont pas traités. Donc il faut impérativement aussi qu'on communique là-dessus. Maintenant, pour les autres solutions que j'ai pour lutter efficacement contre la corruption dans notre pays, à part de bâtir des institutions de gouvernance et tout ça, ça c'est ce qu'on dit toujours, la faiblesse des institutions. Je pense donc, comme je l'ai dit, qu'il faut exercer des pressions pour réduire la corruption. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où l'impunité est tellement criarde aujourd'hui que les gens font ce qu'ils veulent en sachant très bien qu'ils ne seront pas punis. Donc tout ça a des incidences sur le développement de notre pays. Et donc aujourd'hui, ce que je souhaiterais, enfin les pistes que j'ai vues, il faudrait généraliser dans tout le pays des systèmes d'information qui permettent à tous les citoyens, victimes ou témoins, de dénoncer les faits présumés de la corruption et de contribuer directement au travail des institutions nationales chargées de la lutte contre la corruption. Et là, ça peut se faire par exemple par la mise en place d'un numéro vert. Il faut aussi, la population aussi à sa part, parce que il faut changer aussi l'attitude des populations face à la corruption par l'introduction, par exemple, de cours d'éducation civique et morale dans les programmes scolaires, dans les séminaires réguliers aussi sur l'éthique, ça s'adresse plutôt aux fonctionnaires, pour faire des campagnes d'information publique sur les conséquences économiques, politiques, sociales et culturelles de la corruption, la perception même de l'image de notre pays, la perception qu'on véhicule au niveau de la corruption quand on a un niveau aussi élevé de la corruption. Il faut promouvoir la formation aussi des journalistes d'investigation et mettre en place des cadres légaux pour la protection des journalistes et surtout pour les lanceurs d'alerte, parce que je crois que, peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas persuadé qu'on ait aujourd'hui des lanceurs d'alerte en Guinée. Ensuite, la remise aussi quasi systématique, ça c'est tout le monde qui le fait en Guinée, qui remettent systématiquement des sommes d'argent peu élevées à des agents publics dans le but d'obtenir des avantages ou de contourner certains obstacles bureaucratiques. Donc ça, ce sont des choses que nous-mêmes, nous devons changer parce que ça s'appelle aussi de la petite corruption puisque les fonctionnaires sont payés déjà pour faire leur travail. Donc, il faut vraiment encore, je reviens dessus, sensibiliser que la corruption est une menace, non seulement
pour nos démocraties, mais elle est une menace aussi, donc qui nous empêche de lutter contre la pauvreté et la précarité dans nos pays. Enfin, ce que je voulais dire aussi au niveau de la corruption, on voit souvent des pratiques fréquentes de corruption dans l'espace politique lui-même, et plus particulièrement lors des consultations électorales, avec l'achat des votes, avec la remise de sommes d'argent à des figures de l'opposition, par exemple, pour rejoindre le parti au pouvoir, ou par exemple la distribution massive de biens matériels, comme des sacs de riz, comme des t-shirts. Tout ça, ce sont des entorses aux règles démocratiques. Enfin, l'utilisation de deniers publics préalablement détournés ou de fortunes privées aux origines douteuses pour orienter le choix des populations lors des élections présidentielles, parlementaires, locales, est un mal qui gangrène le système politique de la Guinée. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Voilà, je voulais aussi rajouter que les formes de corruption sont acceptées dans nos sociétés, voire légitimées même par la population, qui l'associe à une manière de vivre en société. La remise d'argent, elle est perçue comme un petit cadeau après la réception, par exemple, d'un acte administratif. C'est une pratique fréquente donc dans notre pays. Et donc, ce sont toutes ces habitudes de corruption qui se sont installées sont devenues considérées comme normales dans notre pays. Et donc, c'est devenu presque une caractéristique culturelle. Donc, ces justifications de pratiques qui nuisent à l'amélioration donc du bien-être de la majorité de la population et plus particulièrement des personnes démunies n'ont rien de culturel. Donc, en fait, il faudrait que si on a un État qui a vraiment envie de lutter contre la mauvaise gouvernance, l'État doit matraquer à la radio, à la télévision, dans les affiches, les bons gestes que le citoyen doit faire. Il doit revoir lui-même dans le système administratif, parce que comme je l'ai dit, c'est vrai que nos fonctionnaires sont très très mal payés et que bon, c'est très difficile donc pour nos fonctionnaires de vivre. Les habitudes se sont installées, je pense que ça fait 25 ans ou 30 ans que ces habitudes sont là. Quand le président Alpha Condé est arrivé, il avait suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup de gens pensaient que, étant donné que ce monsieur avait vécu un certain nombre d'années en Europe, qu'il a fait partie, je crois, de l'international socialisme, il y a des choses dont il allait veiller à ce que ces choses-là réduisent comme peau de chagrin. Mais je pense que quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, je pense que les indicateurs de la corruption sont vachement élevés. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais, enfin pour terminer, pour ne pas faire trop long, il y a des indicateurs pour mesurer aujourd'hui la corruption. Je crois que la Guinée a adhéré donc à l'indice de perception de la corruption avec Transparency International, qui fait souvent régulièrement des rapports sur la Guinée. Il y a des indicateurs mondiaux de gouvernance donc de la Banque mondiale. Et il y a l'indice global aussi d'intégrité, l'indice Mo Ibrahim de gouvernance africaine. Je crois qu'il n'avait pas donné de prix depuis 6 ans et qu'il vient de donner récemment un nouveau prix. Donc voilà principalement les grands défis que la Guinée doit faire face pour pouvoir relever des résultats socio-économiques qui vont découler donc ensuite du processus de transformation structurelle. Je n'ai pas parlé du volet sécuritaire aussi qui est fondamental, puisque sans sécurité, aucun investisseur ne viendra dans notre pays. Donc ça aussi, ça fait partie aussi de la bonne gouvernance, le volet sécuritaire, la protection des biens et des personnes. Et puis, bien sûr, la facilité de rapatrier ses capitaux à l'extérieur quand on est étranger. Voilà un peu, je vais m'arrêter un peu là pour qu'on puisse passer aux questions, mais le sujet est vaste et malheureusement, je ne peux pas rester trop longtemps, donc je vais m'arrêter là. Voilà un peu, Monsieur Gournier. Allô? Oui, Allô, je oui. vous entendais plus. Oui, bonjour madame, oui, on vous a écouté avec beaucoup d'attention. Donc, chers auditeurs et auditrices, vous avez écouté madame Djubaté, qui vient de terminer, qui vient de faire une brillante exposé par rapport au thème du jour, qui est la bonne gouvernance en République de Guinée.
Donc si vous avez des questions, je vais rappeler d'abord ceux qui ont appelé directement par leur numéro de téléphone. Si vous voulez poser des questions, vous appuyez *61. Et ceux qui ont aussi appelé par l'application, ceux qui se sont connectés sur l'application, là vous appuyez sur les points d'interrogation pour poser vos différentes questions. Donc vous avez la parole, 16 auditeurs et auditrices. Si vous avez des questions à poser à Madame Madeleine Djoubate, l'ex-candidate lors des élections de 2015 en République de Guinée. Je vous donne la parole. Oui, bonsoir. C'est qui? S'il vous plaît, présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, c'est Bali Mougitaba, voilà, c'est depuis Bruxelles. Et au fait, je voulais juste dire, il faut rappeler les auditeurs comment poser des questions parce que les micros sont déjà fermés. Et le modérateur, certainement, a perdu le réseau qui est déjà au Maroc. Voilà, moi, j'ai juste une question à poser pour le moment. Et voilà, j'ai une question à poser à Madame Djoubate. D'abord, il faut remercier Madame Djoubate de prendre son temps de venir animer cette conférence ce soir sur la radio de la nouvelle génération, parce que c'est comme ça, moi, j'appelle la radio de la troisième dynamique. Voilà, ma question, c'est de savoir, est-ce que vraiment, elle est aussi dans la même dynamique que, par exemple, la troisième dynamique aujourd'hui qui s'engage pour le renouvellement de la classe politique. Parce que tous ces programmes, la Guinée a déjà des programmes depuis longtemps, on a des très bons projets, mais depuis, voilà, ça fait depuis 50 ans aujourd'hui, 58 ans d'indépendance, la Guinée, même la capitale Conakry, en 2008, on n'a même pas d'électricité dans la capitale. Et c'est la faute à qui? Moi, je pense que c'est nos aînés politiques qui ont eu la chance d'occuper des postes de responsabilité. Est-ce que Mme Djoubate est dans la même dynamique que la troisième dynamique qui veut vraiment le renouvellement de la classe politique pour mettre ses projets, ses différents chantiers et voilà, en exécution? Parce que c'est vrai que vraiment il y a déjà des projets, il y a des projets pour la Guinée, hein, il y a des projets, on a des textes, tous les ministères ont de très bons projets, mais aujourd'hui d'abord la base du développement. Ok, monsieur Barry, soyez un peu bref, on a beaucoup d'auditeurs en ligne, soyez un peu bref, il y a d'autres aussi qui demandent. J'ai compris un peu sa question, je vais répondre brièvement. En fait, ce que je vais vous dire, d'abord, je ne pense pas personnellement que le problème aujourd'hui que la Guinée a va se résoudre par des politiques. Très honnêtement, c'est vrai qu'on a besoin d'institutions fortes. Aujourd'hui, nous avons, tous les textes sont déjà préparés, ce sont simplement que les hommes n'appliquent pas les textes de loi qui sont là. Sinon, aujourd'hui en Guinée, il y a absolument tout, tous les textes sont déjà mis en place simplement. Personne ne veut les appliquer. Ça, c'est la première chose. Donc, l'impunité, elle est généralisée, elle est caractérisée dans notre pays. Maintenant, pourquoi je dis que ce ne sont pas les politiques aujourd'hui qui vont développer la Guinée? Ce sont des personnes pragmatiques. Parce que être politique ne veut pas dire qu'on sait, par exemple, comment on va mettre en place la sécurité alimentaire. Parce que j'entends régulièrement les politiques parler de sécurité alimentaire, de parler d'industrialisation du pays. Moi-même, je viens de vous parler d'industrialisation du pays. Mais pour faire l'industrialisation du pays, par exemple, il faut passer par des étapes. On ne peut pas, même si vous avez beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas vous-même un industriel, vous ne pouvez pas venir parce que vous avez de l'argent et puis dire que vous allez faire une grande industrie, c'est pas vrai. Vous devez passer déjà par des étapes, vous devez passer par des petites transformations, par un processus de transformation. Donc, je vais prendre simple. Si, par exemple, moi j'ai remarqué qu'en Guinée, on achète par exemple de la tomate, du concentré de tomate, ou on achète des huiles. Maintenant, si l'État veut vraiment industrialiser son pays, qu'est-ce que l'État doit faire? Moi, si j'étais à la place aujourd'hui du président, j'allais appeler déjà tous les commerçants. Parce que les commerçants guinéens ont beaucoup d'argent. Ils ont une force. Donc, au lieu d'en faire des ennemis, j'allais déjà les appeler pour m'aider à industrialiser mon pays. Ce n'est pas parce qu'un commerçant est un analphabète qu'il ne sait pas compter. Bien au contraire, il sait mieux compter que ceux qui sont allés à l'école. Donc, ce que j'allais faire, par exemple, avec ces commerçants, le commerçant qui a l'habitude d'acheter ses concentrés de tomates, j'allais l'appeler, j'allais lui dire, écoutez, monsieur, vous êtes commerçant, vous voulez gagner de l'argent. Quand vous mettez $1 quelque part, vous voulez en gagner 3.
Moi, je suis le président de la République. Ma responsabilité, c'est de donner du travail au maximum de Guinéens pour les faire sortir de la pauvreté. Donc, nous pouvons travailler ensemble. Moi, je vais financer, par exemple, des coopératives de femmes qui vont cultiver la tomate. Et moi, je vais vous dire d'acheter toute la production de cette coopérative. Moi, je suis l'État. Je vais demander au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Industrie de vous aider parce que vous ne savez pas ce que c'est une industrie. Donc, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie vont peut-être mettre 10% dans une, je ne dis pas dans une grande unité industrielle, ils vont commencer par une petite unité industrielle qui peut, par exemple, fabriquer 10 000 boîtes de tomates par jour, 10 000 petites boîtes de concentré de tomates par jour. Et donc, on va mettre une équipe technique qui va suivre le commerçant, il va mettre son argent. Allô? 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 Oui, je crois qu'il y a une connexion. Voilà. Donc, le commerçant, il va mettre son argent pour acheter les machines et l'État va lui envoyer, par exemple, le support technique. Donc, ils vont travailler comme ça de concert. Donc, le commerçant, maintenant, il va racheter la production de cette coopérative et il va commencer à faire lui-même son concentré de tomates. Donc, il n'aura plus besoin d'aller acheter du concentré de tomates en Europe ou en Chine. C'est pareil pour l'huile. Aujourd'hui, l'huile, pour faire de l'huile, moi, je suis scandalisé de voir qu'on ramène des gallons d'huile végétale qui viennent de Malaisie, qui viennent de l'Inde et qui sont des huiles impropres à la consommation humaine. C'est ça qu'on envoie aujourd'hui à Conakry, qui sont bourrés de cholestérol. Aujourd'hui, les gens cultivent de l'arachide en Guinée. L'arachide s'en va au Sénégal, par exemple. Donc, au lieu que l'arachide parte au Sénégal, on n'a pas besoin d'aller acheter des machines qui vaut des millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez des machines à 15 000 $ qui peuvent presser l'arachide pour en faire de l'huile. Et donc, au lieu qu'on vend au marché à 15 000 francs guinéens le litre d'une mauvaise huile, on pourra produire de l'huile végétale en Guinée et la vendre à 10 000. Donc ça, il faut associer, par exemple, les gens qui ont de l'argent. Ça, j'appelle ça de la bonne gouvernance. J'appelle ça quelqu'un de pragmatique. Nous avons des gens qui sont des théoriciens qui viennent au pouvoir. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. En France, si vous avez un président qui est nul, ça ne se verra pas. Ou ça se verra moins. Parce qu'il a déjà des équipes qui sont structurées. Mais aujourd'hui, l'État guinéen, il n'est pas structuré. Il faut refaire même une refonte de notre administration. Il faut former même les gens même de l'administration. Ils ont besoin de formation. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation. Ils ne savent même pas. Ils travaillent sur des préceptes qui datent d'il y a 30 ans. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est globalisé, dans un monde qui va vite. Ils n'ont même pas d'outils pour travailler. Ils n'ont absolument rien. Quand vous regardez l'administration guinéenne, mais elle fait pleurer. Donc déjà, ça commence par là. Ce sont des gens aujourd'hui qui parlent, mais qui ne peuvent pas développer la Guinée. La Guinée n'a pas besoin de politiciens, je le répète. La Guinée a surtout besoin de gens qui savent mettre en place des projets, qui savent discuter avec des investisseurs, qui sont capables de comprendre les enjeux. Aujourd'hui, les gens qu'on a là, eux, tout ce qu'ils savent faire, c'est creuser la terre, prendre de la bauxite, prendre de l'or, prendre du diamant, peut-être couper les forêts, parce que c'est juste ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas encore démontré ce qu'ils savent faire. Savoir avoir l'expertise de dire qu'on met les projets en place, ils ne l'ont pas. Voici ce que je veux vous dire. Ils n'ont pas l'expertise et c'est pour ça que depuis 50 ans, on est dans ces problèmes. Vous parliez tout à l'heure du problème de l'électricité. Aujourd'hui, on peut régler ce problème de l'électricité s'il y avait une réelle volonté politique de régler ce problème. Aujourd'hui, on utilise principalement la centrale de Tombo qui fournit 100 MW à la capitale. Donc, ces 100 MW-là, il faut faire venir un bateau. Le bateau qui ravitaille la capitale, on a une capacité en fait de stockage en Guinée qui est que de 3 semaines. 3 semaines! Donc, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité? Même si l'État avait les budgets, même si l'État était riche, il y aurait toujours des coupures d'électricité parce qu'on n'a pas de raffinerie, tout simplement. On n'a pas de raffinerie en Guinée. Donc, on n'a pas de plateforme de stockage non plus suffisamment grande pour pour stocker le fuel. Donc maintenant, et en plus, les centrales thermiques coûtent cher.
s'ils veulent régler aujourd'hui le problème de l'électricité aujourd'hui, il y a des moyens. Je ne dis pas qu'on pourra industrialiser avec, mais on pourra donner au moins à 80% de la population de l'électricité. Mais ce que j'appelle de l'électricité domestique solaire, c'est-à-dire que tout le monde pourra avoir par exemple 3-4 ampoules avec 3 ou 4 prises chez lui pour pouvoir brancher au moins son téléphone, son ventilateur et son réfrigérateur ou sa télé. Ça, c'est possible aujourd'hui et c'est possible de le faire en 2 ans. Je vais vous donner de façon très concrète comment on peut le faire. Vous prenez tous les bâtiments administratifs de la Guinée, tous les bâtiments administratifs, donc les bâtiments qui appartiennent à l'État, les bâtiments où sont logés par exemple les ministères. On va prendre par exemple le ministère des Mines ou le ministère des Affaires étrangères. Sur les toits, on va mettre par exemple des panneaux solaires. Les fenêtres, au lieu que ce soit des fenêtres simples, ça sera des fenêtres, le verre, ça sera des panneaux solaires. Les baies vitrées, ça sera des panneaux solaires. Donc chaque bâtiment administratif aura suffisamment d'énergie, peut-être pas pour faire fonctionner les climatiseurs, mais ils auront suffisamment d'énergie pour faire fonctionner les ordinateurs, pour pouvoir faire fonctionner, comment ça s'appelle, les scanners et tout ça, pour pouvoir avoir de la lumière tout simplement, et puis travailler sans avoir à aller au cybercafé. Un État qui va dans un cybercafé pour imprimer des documents confidentiels. Où vous avez vu ça? Il n'y a qu'en Guinée qu'on peut voir ça. Ils n'ont même pas compris que quand vous allez dans un cybercafé, aller imprimer des documents qui révèlent de l'État, que là, il y a des gens qui vont copier les documents, qu'il y a des choses qui restent dans les ordinateurs, et puis qu'après, moi, je viens derrière et puis je récupère ce qu'ils ont regardé. Donc, ce sont des gens qui ne savent pas travailler tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de monsieur, mais c'est ça. Moi, je dis qu'ils ne savent pas travailler. Effectivement, madame, et nous allons juste vous laisser respirer pour quelques secondes et en attendant de prendre quelques questions pour vous laisser. La Guinée-Conakry, par ses immenses ressources naturelles, est placée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et deuxième producteur de la bauxite dans le monde. La troisième dynamique est un mouvement qui se trouve en Guinée-Conakry, dont le siège est situé à Lambagne. La troisième dynamique est un cadre de concertation permanente et une plateforme sociopolitique pour la défense des droits des citoyens et le renouvellement de la classe politique actuelle par la nouvelle génération. Pour plus d'informations, contactez-nous par téléphone 00 224 655 38. Ok, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Nous avons juste quelques questions de nos auditeurs. Il y a monsieur Keamou Bogola Haba depuis le Ghana qui vous pose cette question. Comment peut-on engager les citoyens dans la lutte contre l'enrichissement illicite, vu l'incapacité des gouvernants à faire face à l'impunité? Je vous rappelle que nous avons beaucoup de questions, donc vous pouvez être beaucoup plus brève pour permettre à plus d'auditeurs de vous poser plus de questions. Je peux reprendre la question si vous voulez, madame? Oui, allez-y. Comment peut-on engager les citoyens dans la lutte contre l'enrichissement illicite, vu l'incapacité des gouvernants à faire face à l'impunité? Mais il faudrait déjà qu'il y ait un mouvement citoyen aujourd'hui qui dénonce en fait déjà l'État lui-même, l'incapacité de l'État à faire face déjà à la corruption, l'incapacité de l'État à mettre, parce qu'aujourd'hui, dans le gouvernement même actuel, il y a des personnes qui sont identifiées comme ayant perçu des pots de vin. Donc, c'est à la pression populaire même peut se lever pour demander au gouvernement de faire partir, de licencier en fait un ministre ou de licencier tout carrément même le Premier ministre. Donc, il faut faire une pression aujourd'hui sur le président de la République pour dire que bon, trop c'est trop. Aujourd'hui, nous, on souffre. Vous volez tous les deniers publics de l'État. On ne voit rien dans le pays. Donc, maintenant, nous ne sommes plus d'accord. On voudrait maintenant que vous arrêtiez. Donc, là, c'est l'action citoyenne maintenant qui va faire le nécessaire. Tout citoyen a le droit de demander des comptes à l'État. Ok, merci beaucoup, madame. Alors, monsieur Condé Joseph Colli, depuis la France, vous avez la parole. Oui, allô? Oui, allez-y, monsieur Colli. Oui, bonsoir. Je dis d'abord bonsoir à madame Djubaté.
Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Coli Joseph. Je crois que je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Vous avez été très explicite. Vous avez proposé pas mal de solutions par rapport aux problèmes auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Et vous, dans ça, vous démontrez qu'il y a un manque de volonté et un manque d'organisation, et surtout dans le cadre d'une synergie d'action avec tout ce que nous avons comme potentiel. D'ailleurs, à la base, nous pouvons aujourd'hui répondre aux besoins de notre pays. Alors, ceci étant, quelle politique, d'ailleurs, vous avez annoncé que les politiques ne pourront pas trouver cette solution? Dans quelle dynamique? Je dis, vous avez déjà dit dans vos propos que les politiques n'auront pas la solution aujourd'hui qui existe sur le terrain, ne peuvent pas trouver cette solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, tout à fait, parce qu'ils n'en ont pas la volonté. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous, avec cette nouvelle génération, envisagez de poser aujourd'hui comme acte, afin que nos enfants qui viendront après nous ne soyons pas confrontés à la même situation? Je veux parler d'une action concrète à travers un mouvement, comme vous le dites si bien. Avec quel mécanisme? Moi, je vais être très clair. Moi, j'avais proposé à certains politiques, très clairs, hein, de demander la destitution du président. J'ai demandé ça avant la destitution de Mme Dilma Rousseff, qu'il fallait que les gens qui ont des députés à l'Assemblée, si la population estime qu'elle souffre, si la population estime qu'elle a été trahie par rapport à ce qu'on lui a vendu dans un programme politique, la population est en droit de demander des comptes. Quand j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit, mais ça ne va pas se faire, on est en Guinée, on est en Afrique. J'ai dit, mais il y a un début à tout. Si vous n'essayez pas, comment vous pouvez dire que c'est impossible? Essayez. Nous ne sommes pas des brigands. Nous ne sommes pas des gens qui vont aller vers la violence. On a aujourd'hui des moyens, c'est inscrit dans la Constitution. Aujourd'hui, on peut demander la destitution. Pourquoi les gens n'ont pas fait cette action-là? Pourquoi les gens préfèrent faire des marches et qu'il y ait des morts? Personnellement, je suis contre. Je l'ai dit, et aujourd'hui, je suis contre les marches. Aujourd'hui, il y a des outils. Il y a des outils, et ça, c'est un levier. Maintenant, si on ne peut pas, il y a les voies des urnes. Donc là, il faut sensibiliser les populations en leur disant, au lieu que quelqu'un vienne vous donner un sac de riz, il passe au moment des élections, quand il y a des élections, qu'elles soient communales, qu'elles soient législatives ou qu'elles soient présidentielles, les gens, ils passent, ils viennent, ils vous donnent des sacs de riz, ils vous donnent 500 000 francs guinéens au moment de l'élection, après vous les revoyez plus, ils n'ont rien fait pour vous, vous êtes après dans une misère noire, et après ils viennent vous revoir encore quelques temps après pour vous donner encore de l'argent. Donc, il faut expliquer aux gens qu'il faut qu'on arrête, je m'excuse de dire ça sur un média public, mais il faut qu'on arrête de prendre les gens pour des cons. Donc, il faut sensibiliser les gens en leur disant qu'au lieu que les gens vous donnent les 500 000 francs à chaque fois qu'il y a des élections pour vous faire monter dans les bus pour aller remplir le stade, dites à ces politiques de faire en sorte que vous ayez du travail, que vous soyez dans la dignité. Parce que comme ça, demain, si vous n'êtes pas d'accord avec les propos que je dis, vous allez me dire, écoutez, madame, merde, ce que vous dites ne m'intéresse pas. Donc, moi, j'ai mon travail, je gagne ma vie et je m'en vais. Mais aujourd'hui, si la population n'est pas suffisamment sensibilisée, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire même au niveau de la jeunesse, de leur dire que, écoutez, les politiciens, ils viennent, ils vous disent chaque fois vous allez avoir du travail, vous allez avoir du courant, vous allez avoir, alors que vous savez très bien que vous n'aurez pas, si ils n'ont pas pu vous donner de l'électricité en 5 ans ou en 7 ans, vous pensez qu'il va vous donner ça après? Non. Si vous pensez qu'il va améliorer vos conditions, alors qu'ils savent, par exemple, là, on transporte la bauxite par camion,
et on se soucie même pas de la population quand on voit la façon dont on transporte la bauxite, parce que quand on transporte la bauxite, les camions ils sont même pas couverts. Les wagons aussi sur lesquels Rusal envoie ne sont pas couverts. Donc les poussières de bauxite là se disséminent comme ça dans l'espace, et puis donc ça rentre dans les voies respiratoires. Donc ce sont des gens qui auront des maladies demain. On leur dit pas ça aujourd'hui. Quand aujourd'hui je vois ce qu'on fait à Bokeh on donne, j'ai rien contre les Chinois personnellement. Parce que, je vais vous dire, c'est parce qu'on a un État faible que des entreprises profitent. Si on avait un État qui travaillait bien, les entreprises ne se comporteraient pas comme ça. C'est l'État même qui ne veut pas que ces gens-là travaillent dans les normes, parce que s'ils travaillent dans les normes, ils vont dépenser beaucoup plus d'argent, donc ça fait moins de commissions pour eux. Quand je reprends par exemple le cas de Bokeh, si la façon dont les Chinois exploitent aujourd'hui la bauxite de Bokeh, mais c'est du jamais vu nulle part dans le monde, même au Vietnam ou en Indonésie où les Chinois allaient exploiter la bauxite, ce n'est du jamais vu. Ils viennent, ils prennent toute la terre avec des pelleteuses, c'est la terre là qu'on met dans les bateaux pour envoyer en Chine. Mais attendez, avec la terre là qu'ils prennent, il y a des minerais associés à la bauxite, donc ces minerais là ne sont pas comptabilisés, c'est une perte pour la Guinée. Après, les 15 premiers centimètres de terre, c'est de la bonne terre pour cultiver. En dessous, elle n'est pas bonne. Donc la bonne terre aussi part en Chine. Ensuite, une fois que ça arrive en Chine, les Chinois ils vont traiter cette terre-là, ils vont enlever la bauxite, ils vont enlever les minerais associés, donc ils vont gagner de l'argent. Ils vont enlever la bonne terre, et le reste de terre qui n'est pas bonne, ils vont encore l'utiliser pour faire des remblais chez eux. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des problèmes en Guinée. Donc, il y a un moment où c'est aux Guinéens aussi de prendre leur destin en main. Le politique ne peut pas faire les choses à leur place. À un moment, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Il y a des élections là, il y a des élections communales. C'est aux gens de savoir s'ils préfèrent qu'on leur fasse des louanges. Ils sont contents, ils dansent dans les stades avec les gens qui sont en train de piller leurs ressources, qui leur donnent rien, qui ne s'occupent même pas d'eux, à savoir si même ils sont en bonne santé, qui s'en foutent royalement. C'est à eux de savoir. À un moment aussi, il faut responsabiliser les populations. C'est aux populations aussi de prendre leur destin en main et de dire non en mettant leur vote dans l'urne en disant on ne va plus voter pour ces gens-là. On prend leur argent s'ils viennent nous donner pendant la campagne, puisque de toute façon c'est l'argent de l'État. Et puis, au moment du vote, on ne vote pas pour ces gens-là. Ok, merci beaucoup madame. Alors, nous avons juste l'une de vos paroles en 2015, vous avez dit ceci, je cite, « Si je me suis engagé en politique, c'est parce que j'ai honte de voir la Guinée dans cet état. » Alors, félicitations. Nous disons donc qu'il y a aujourd'hui, nous pensons qu'il y a effectivement une génération des déçus. Et des déçus parce que vous avez dit tantôt que vous avez demandé aux gens en Guinée de demander la destitution. Alors, ces gens-là, bien sûr, sont... Selon nous, ces politiques-là, cette génération-là, nous estimons que le pays est effectivement pris en otage. Alors, cette génération des déçus que nous sommes, nous pensons que cette classe politique-là ne peut pas. Alors, vous ne pensez pas aussi comme nous que la génération actuellement qui est au pouvoir ne peut pas faire quelque chose, ou même celle qui est dans l'opposition qui refuse de demander la destitution parce que, tout simplement, elle a 500 milliards par mois, vous pensez que ces gens, on peut compter sur eux? Donc, la question est un peu de politique. Écoutez, monsieur, il y a une nouvelle génération, c'est ce que je viens de dire, il y a une nouvelle génération qui doit prendre son destin en main. Je viens de dire même que les politiques ne peuvent pas régler aujourd'hui le problème de la Guinée. Aujourd'hui, honnêtement, il faut des gens pragmatiques, il faut des gens qui ont envie de travailler, de construire leur pays, et il faut des gens derrière qui ont une très très grande crédibilité, qui peuvent demain envoyer des investisseurs pour nous aider dans notre pays. Sinon, quels que soient les gens qui viendront vous vendre les marchands d'illusions, vous aurez toujours le même problème. Aujourd'hui, la Guinée, pour se développer, elle a besoin de gens vraiment, vraiment, vraiment pragmatiques. Quand on parle de l'agriculture, quand on parle de sécurité alimentaire, on ne parle pas de sécurité alimentaire sans savoir. Je vais vous dire, pour faire d'abord de l'agriculture, il faut connaître les températures du 1er janvier au 31 décembre. Il faut avoir les températures tous les jours, toute l'année, dans toutes les régions du pays. Il faut avoir la précipitation. Il faut avoir la vitesse du vent.
il faut avoir le taux d'ensoleillement, il faut avoir la couverture nuageuse, il faut avoir l'altitude de la terre par rapport au niveau de la mer. À partir de ça, il faut avoir le pH du sol. Et à partir de ça, ce sont des données que si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas cultiver de façon sérieuse, pour être très, très, très pragmatique. Donc moi, je n'ai pas vu notre ministère de l'Agriculture qui a ça. Quand vous allez sur Internet, de toute façon, je ne crois pas même que le ministère de l'Agriculture, s'il est sur Internet, il n'y a rien. Donc, ils n'ont aucune donnée. Après, les gens, ils sont toujours dans les cultures, ce que j'appelle des cultures coloniales, c'est-à-dire le café, le cacao, la noix de cajou. Maintenant, l'anacarde n'est pas une culture coloniale, mais c'est une culture de rente. Pour moi, la façon dont c'est fait, on vient faire concurrence à la Côte d'Ivoire, au Bénin et au Ghana. Donc, c'est nous-mêmes qui allons faire baisser le prix de l'anacarde, et après, on va encore se plaindre que les Blancs, les Indiens, tout ça, ils viennent, ils nous achètent le truc moins cher. Mais à un moment, réfléchissons. Pourquoi ne pas aller faire, par exemple, du citron caviar? Le citron caviar, ça coûte 350 € le kilo. À un moment, il faut aussi s'asseoir et puis travailler et puis regarder qu'est-ce qui marche. Tout à fait. Il faut des idées pour diriger un pays. Il faut une vision. Donc, ceux qui sont là, ils sont là pour venir piller le pays. C'est tout. Ils n'ont pas d'idée. Ils ne savent même pas comment ils vont faire. Moi, je vous dis franchement, quand je regarde ce qu'ils font, ils ne savent pas. Ils naviguent à vue le navire. Ils ne savent même pas travailler. Sinon, comment le pays peut être sale comme ça quand vous regardez la capitale? La capitale même, elle est sale. Le président même, il a été président de l'Union africaine. Il a voyagé là pendant une année. Il est parti partout. Il s'est même vanté qu'il n'avait pas fait une semaine en Guinée. Quand il voit son pays aussi dégueulasse, aussi sale, est-ce que lui, il n'a pas honte? Parce que je suis désolé, quand vous êtes le président d'un pays, le pays là, c'est votre maison. C'est votre maison. Si votre maison est sale, vous recevez des gens dans une maison sale? Ah, tout à fait. Alors, madame, l'une de vos paroles encore, l'un de vos propos en 2015, je ne suis pas politicienne, je suis une technicienne et je représente une nouvelle génération d'idées. Je suis venu... Tout à fait, je ne suis pas politicienne. Oui, tout à fait, en fait. Je ne suis pas là à raconter ma vie. Alors, concrètement, madame, le pays est pris en otage par une génération de politiciens. D'ici 2020, quels sont les projets concrets que nous devions faire ensemble pour libérer le pays avant 2020? Concrètement. Concrètement, déjà, il faut faire le maillage de la Guinée. Le maillage de la Guinée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez par exemple une ville comme Conakry, Conakry a 5 communes. Dans les 5 communes, il y a des quartiers, chaque commune a des quartiers. Dans les quartiers, il faut avoir donc, un peu comme on fait un maillage politique, il faut avoir des représentants donc, dans chacune des communes. Dans chacune des communes, vous avez un représentant. Ensuite, dans chaque quartier, les quartiers, vous allez les diviser en secteurs, puisque les gens n'ont pas de moyens pour se déplacer. Ils n'ont pas de moyens de locomotion. Donc, ces quartiers, vous allez les diviser en secteurs, secteur 1 jusqu'à 6 si vous voulez. Et dans chaque secteur, vous allez avoir des représentants. Ces représentants-là vont aller faire du porte-à-porte pour dire de ne pas voter pour ces gens-là. Vous choisissez le candidat que vous voulez, mais maintenant, on va choisir un candidat qui va travailler et on va travailler réellement sur un vrai programme. Pas de choses biaisées qui sont difficiles à lire pour quelqu'un qui n'a pas été longtemps à l'école, parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, malheureusement, on a beaucoup de gens qui n'ont pas, soit on a 2 catégories des gens qui n'ont pas du tout été à l'école, soit des jeunes qui n'ont pas pu finir leur cursus, et ces jeunes-là, ceux qui n'ont pas pu finir leur cursus et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, il ne faudra pas les oublier dans les programmes économiques. Il faut qu'ils soient insérés dans la vie économique et que ceux-ci aussi puissent travailler, avoir un travail. Et ça, il faut mettre de la formation. Donc, il faut préparer les programmes, il faut préparer un vrai programme économique que vous pourrez présenter parce que quand ces gens-là vont quitter le pouvoir, je pense qu'on va trouver les caisses vides aussi. Donc, il va falloir négocier avec des institutions, il va falloir négocier aussi avec des grands groupes, il va falloir aussi se débrouiller pour ramener des investisseurs. Donc, il faut déjà préparer le programme de société, ce qu'on veut faire pour la Guinée de demain. Ok, madame, nous allons prendre la question de Adjaoumou.
Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame. Merci monsieur Hansman de me donner la parole. Madame, premièrement d'abord, je suis contente de vous voir, de vous rencontrer sur la radio aujourd'hui et je prie le Seigneur de vous secourir. Je vous ai bien écouté et tout ce que vous avez dit, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai des questions à vous poser. Vu que madame, vous êtes une dame, nous savons que les dames ont beaucoup pitié. Si les dames sont au pouvoir, ils pourront aider surtout la jeunesse. Mais depuis que vous êtes présenté comme candidate à l'élection, je ne sais pas si jusqu'à présent vous êtes là, si vous êtes là à promouvoir toujours votre candidature pour une nouvelle élection. Si oui, est-ce que jusqu'à présent vous êtes là aussi à travailler pour l'intérêt de la Guinée? Parce que si normalement vous voulez vous présenter être présidente de la République, même si vous n'avez pas gagné les années passées, mais normalement vous devez toujours vous battre et montrer à la population guinéenne que malgré que vous n'avez pas été élu, mais toujours vous êtes là, vous allez vous battre jusqu'à ce que vous soyez au pouvoir et aider la population. Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question aussi, c'est savoir en bref comment il faut promouvoir la gouvernance politique, sociale et économique. Je vous remercie, madame. Merci, madame, pour ce que vous venez de dire. Effectivement, je ne travaille pas forcément pour être président, mais je travaille en tout cas pour développer mon pays. C'est mon objectif numéro 1. Donc, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je peaufine en fait le programme. Donc, dans le programme, il y a plusieurs choses. J'ai travaillé, puisque d'après moi, il faut travailler de façon transversale. De façon transversale, ça veut dire qu'on est obligé de faire monter en surface plusieurs secteurs. C'est-à-dire que tout est prioritaire dans le pays aujourd'hui. Si vous parlez de l'électricité, les gens ont besoin d'avoir de l'électricité. Les gens ont besoin d'avoir de l'eau. Les gens ont besoin d'avoir des routes. Les gens ont besoin de se sentir en sécurité. Il n'y a pas de classe. Moi, j'ai les statistiques, par exemple, pour des régions comme Boké et tout ça, où j'ai les statistiques où, par exemple, en 2011, à Boké, la ville de Boké, il y avait 211 000 habitants. Dans ces 211 000 habitants, les 0 à 5 ans représentés, c'était 0 à 5 ans, 45 000 enfants, et les 5-10 ans, c'était 55 000 enfants. Et donc, quand vous faisiez le ratio, ça faisait 300 élèves par classe. Donc, ce sont des choses aujourd'hui qui me préoccupent et le système de santé aussi me préoccupe puisqu'il faut pouvoir aller vers la couverture universelle pour les citoyens guinéens. C'est pas normal que quelqu'un aille à l'hôpital et qu'on refuse de le soigner et que cette personne meure. Donc, effectivement, je travaille sur tous ces projets-là de façon très concrète, pas des choses qu'on écrit comme ça sur le papier et puis que demain, on ne sait pas comment on va faire pour les mettre de façon concrète en action sur le terrain. Donc, je rencontre des institutions, mais je ne rencontre pas que des institutions. Je rencontre des milieux d'affaires qui seraient intéressés demain, s'il y avait une bonne gouvernance en Guinée, qui seraient intéressés de venir en Guinée, déjà elles-mêmes pour s'installer, mais inciter aussi, travailler par exemple avec des institutions pour que on puisse mettre Allô? Oui, allez-y, madame. Oui, allez-y. Pour qu'on puisse mettre des fonds, allouer des fonds, par exemple, à des jeunes, pas beaucoup, qui ont des projets, mais qui seront accompagnés. Il ne suffit pas de donner de l'argent comme ça aux gens, il faut les accompagner dans leurs projets, il faut structurer leurs projets. Donc oui, c'est vrai, je travaille beaucoup, je voyage beaucoup par rapport à ça, puisque je souhaite que demain, la Guinée devienne un Eldorado, et il n'est pas question de laisser la Guinée avec un État plus qu'avec un autre. Donc, je souhaite travailler avec tout le monde, avec la France, avec l'Allemagne, avec la Suède, avec la Norvège, avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Brésiliens, avec les Russes,
tout le monde, avec les pays d'Afrique aussi, avec qui nous devons développer aussi les rapports sud-sud. Et je pense par exemple au Nigeria qui a commencé à industrialiser. Je pense à l'Éthiopie. Je pense à l'île Maurice qui est très fort par exemple dans le tourisme et dans les services. Aujourd'hui, effectivement, madame, vous avez tout à fait raison. Donc, je souhaite me présenter, mais 2020, c'est loin. Donc, s'il y a un meilleur candidat, je peux m'aligner derrière un candidat, je n'ai pas ce problème-là, à condition que je sois certaine que cette personne ait réellement envie de développer notre pays. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, non, je ne suis absolument pas découragée. Quand je me suis présentée en 2015, je savais parfaitement que je ne pouvais pas gagner des élections compte tenu de mon historique. Hein. Je n'ai pas pu créer mon parti politique, ça il faut le savoir. Hein. J'ai essayé de créer mon parti politique, j'ai déposé jusqu'à présent, mes dossiers sont à l'administration du territoire. Je peux vous dire, et je peux même vous donner la lettre, j'ai écrit au président de la République en fin d'année 2015. Je l'ai écrit en 2017, début d'année 2017, 2 fois, pour demander l'agrément de mon parti. Ils ne m'ont pas répondu. Donc en 2015, quand je suis allé aux élections, je suis allé à la dernière minute parce que PEG m'avait donné le truc, m'avait autorisé à utiliser leur parti pour me présenter aux élections. Donc j'ai eu un mois même pas pour faire une campagne. Voilà comment je me suis présenté en 2015. Donc 2020, ça ne sera pas pareil. Effectivement, 2020, je me prépare, mais comme je le dis, je souhaite me présenter. Mais si demain, il y a un candidat qui répond, puisqu'on parle de démocratie, donc démocratie aussi veut dire qu'il peut y avoir une alternance où on va discuter avec d'autres personnes. Et puis si cette autre personne, elle a plus de chances que moi demain d'être président de la République, pourquoi pas? Donc voilà. Voilà simplement ce que je voulais dire. Maintenant, en ce qui concerne les points concernant la bonne gouvernance, pour pouvoir aller vers la bonne gouvernance, ça dépendra déjà de l'éthique même des personnes qu'on va choisir dans le prochain gouvernement. Donc, il va falloir faire une enquête de moralité sur ces personnes-là. Et puis, après, il faudra sévir en disant donc que dans ce gouvernement, c'est la tolérance zéro. Si demain, il y a quelqu'un qui est pris dans une malversation, ben, la personne, si c'est votre parent, si c'est votre femme, même votre papa, ben, vous le dégagez. Jerry Rawlings, il a fait quelque chose que très peu de gens ont le courage de faire. Il a tué même son oncle. Parce que quand il a dit tolérance zéro, son oncle a volé, il a éliminé. Je ne dis pas qu'il faut en arriver à de telles extrémités, mais il faut aussi que nous ayons une politique de tolérance zéro, même si c'est mon meilleur ami, même si c'est mon parent. Ben, déjà, ça, c'est pas possible. Déjà, on ne va pas prendre nos parents pour aller les mettre dans le gouvernement. Donc, il faut définir une charte. Et dans cette charte-là, que plusieurs personnes peuvent élaborer. On va dire, voilà, il y a ça qu'on ne peut pas faire, il y a ça qu'on peut faire. Et puis, pour qu'il y ait de la transparence, il faudra qu'il y ait tel organe de contrôle derrière pour vérifier que tout ça est bien contrôlé. Et il faut mettre en place aussi des systèmes d'audit. Et les audits, ce n'est pas des audits de l'État, ce sont des audits indépendants. Donc, ça peut être des grands cabinets qu'on peut prendre comme KPMG. Je ne fais pas la publicité de KPMG, mais des grands cabinets d'audit qui vont venir peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois auditer les différents services de l'État pour avoir plus de transparence et ces résultats-là seront communiqués à la population. Il y aura des journalistes qui seront là pour vérifier que l'État n'est pas en train de truquer, par exemple, les résultats de l'audit. Ça, ce sont des choses qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup, madame. Il y a une dernière question qui vient du côté du Ghana. Il y a M. Haba qui demande quelle contribution madame pourra-t-elle apporter au mouvement La Troisième Dynamique dans le but d'une alternance politique en 2020, même si Alpha Condé force un 3e mandat. Alors si vous voulez qu'on vous précise c'est quoi la Troisième Dynamique, c'est un mouvement sociopolitique qui œuvre aujourd'hui pour l'alternance démocratique en 2020. Le mouvement donc, selon ce mouvement-là, l'alternance ne dépendra pas forcément, n'est pas du côté de cette opposition républicaine trop dure et surtout qui n'a pas de vision, et de cette mouvance-là aussi qui a déjà montré ses faiblesses. Donc c'est ce mouvement-là qu'on appelle la Troisième Dynamique. Alors sa question, je reprends, quelle contribution pourra apporter au mouvement la Troisième Dynamique dans le but d'une alternance politique
en 2020, même si Alpha Condé force un troisième mandat? C'est la dernière question avant qu'on ne vous laisse partir, madame. D'accord, bah écoutez, ça sera une contribution intellectuelle. Ça sera une contribution pour refaire une refonte, par exemple, de tout notre système administratif, parce qu'il faut absolument une refonte de cette administration-là aujourd'hui. Il faut donc ça, je peux apporter cette contribution-là. Donc ça, on pourra en parler. Donc ce n'est pas une petite contribution, c'est une très grande contribution puisque j'ai beaucoup travaillé sur tous ces sujets-là. Et ce sont des sujets, je ne dis pas que je maîtrise parce qu'on ne maîtrise jamais tout, mais dont j'ai quand même une large connaissance. Il n'y a pas de problème, madame. Merci beaucoup pour ce passage-là. Nous sommes vraiment heureux ce soir de vous avoir aujourd'hui en ligne. Nous allons devoir vous laisser tout en vous souhaitant une très bonne nuit. Votre mot de la fin, madame, s'il vous plaît, avant de vous laisser partir. Écoutez, moi je dirais que les jeunes Guinéens ne baissent pas les bras et que la Guinée ne va pas rester un pays pauvre éternellement. Je pense que 2020, les choses vont changer. Et donc il faut se mobiliser. Donc j'appelle à la mobilisation, de ne pas laisser passer un troisième mandat et de ne pas laisser passer encore des gens qui ont dirigé. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Bonne soirée. Et puis, j'ai été personnellement ravi aussi d'avoir participé à ce débat. J'espère que ça vous a apporté, ça vous a éclairé et que j'ai pu apporter une petite contribution à l'édifice que nous essayons de bâtir pour une Guinée prospère demain. Tout à fait. Merci à vous et puis bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci. Music, I for Jabba Deva music.